Bonjour à tout le monde, je me présente, je suis Evelyne Lasserre, je suis anthropologue et je travaille sur des questions de santé de maladie et de corps. J'ai mené plusieurs recherches sur la place des technologies et de la robotique dans le soin, qui interrogent la place d'outils numériques, par exemple de téléprésence adaptée pour des personnes dites empêchées, alitées, contraintes à rester chez elles par exemple suite à des accidents ou aux effets de traitements qui peuvent être contraignants en cancérologie par exemple. J'ai aussi étudié l'intégration de robots émotionnels dans un service de pédopsychiatrie destiné à créer du lien avec des enfants porteurs du trouble du spectre autistique. Et actuellement, je poursuis un travail de réflexion dans un service de médecine physique et de réadaptation neurologique sur la place d'un exosquelette de rééducation pour des patients paraplégiques et ou cérébro-lésés suite à des AVC. Donc c'est vraiment en lien avec l'animé qu'on va vous présenter. Alors pour ma part, je suis philosophe et j'ai travaillé beaucoup sur la question de la modification du corps à des fins de performance. Donc ça n'a pas grand-chose à voir avec ce pourquoi je vais intervenir aujourd'hui. Et je travaille aussi actuellement beaucoup sur les questions de consentement et d'accord. Parce qu'aussi, comme Evelyne, nous travaillons aussi pour une faculté de médecine. Et donc la question du consentement et de l'accord dans les soins, c'est quand même assez crucial. Je poursuis aussi des travaux sur l'imaginaire du corps dans la science-fiction. Donc c'est pour ça qu'il y a déjà un certain nombre d'années, Evelyne et moi, nous nous sommes penchés sur ce film d'animation japonais. Voilà. Et enfin, je participe aussi à un travail sur la question de la prothétisation, qui paraît un peu, quand on dit comme ça, un peu marginal, mais au fond, dans nos sociétés actuelles, presque 2/3 de la population générale est déjà porteur de prothèses. Et quand on parle des âges un peu plus avancés, on est presque à 100%. Voilà. Nous sommes tous les deux rattachés à un laboratoire de recherche qui s'appelle Environnement, Ville et Société. Et comme je l'ai dit, nous sommes tous les deux enseignants-chercheurs dans une faculté de médecine. Donc, on a tout le temps ce contact avec des soignants en formation ou des collègues médecins ou autres. Et puis des patients, puisqu'on a des patients experts aussi. Alors, comme le disait Jérôme, cette présentation elle s'inscrit dans le prolongement d'un travail qu'on mène de manière conjointe depuis de nombreuses années maintenant, qui a débuté en 2004 par une réflexion sur la figure du cyborg dans les films d'animation japonais, le cinéma de fantastique et de science-fiction, puis on a été rattrapé par la réalité. Il s'est prolongé donc ensuite par la recherche une recherche sur les avatars numériques dans le contexte de jeux vidéo et de leurs usages par des personnes en situation de handicap, un jeu qui s'appelle World of Warcraft. Et de la même manière, nous participons tous deux au collectif Corps et Prothèses, vous pouvez voir la présentation. C'est un collectif qui est pluridisciplinaire, qui met l'approche de sciences humaines et sociales, mais aussi de savoir de l'ingénierie, de la médecine, et l'expertise aussi bien sûr des personnes concernées par le handicap et le port des prothèses. D'ailleurs, notre dernier colloque qui s'est tenu les 12 et 13 mai dernier à Lyon portait sur les questions de prothèses dans le processus de vieillissement, un processus qui touche tout autant les personnes que les objets. Donc c'était ce qui nous intéressait. Bon, la thématique de votre congrès, vieillir en 2050. Quand on nous a contactés, on a tout de suite fait le lien avec une communication qu'on avait déjà faite il y a presque 10 ans à Bruxelles, autour de ce film d'animation japonais dont vous avez vu la bande-annonce. Pourquoi ? Parce que c'est un film à la fois déjanté, burlesque, donc il est caricatural, mais en étant caricatural, il souligne le trait et donc il provoque la réflexion, la discussion sur ce qui nous intéresse vraiment le plus, c'est-à-dire vieillesse, technologie, comment on fait là-dedans, quel est le lien, etc. Alors ce film, il s'intitule Runjin Z. J'imagine que vous connaissez tous le japonais, donc je n'ai pas besoin de vous dire que Runjin signifie vieillesse en japonais. Et Z, on vous le dira un peu plus loin ce que ça veut dire ici. Runjin Z, ce film a été réalisé en 1991, donc on vous parle d'un film qui a plus de 30 ans d'existence. Il a été réalisé en 1991 par Hiroyuki Kitakubo, mais avec un scénario de quelqu'un qui est beaucoup plus connu, qui est Otomo, connu pour Akira, pour Memories, Steam Boy, etc. Alors pourquoi, en 1991, Otomo a-t-il tenu à faire un film parlant d'un sujet
aussi improbable que la robotique et la vieillesse. On est quand même au Japon, donc robotique, ok, vieillesse, oui, société vieillissante, donc quand même, on est au cœur d'un problème et d'un enjeu de société. Pourquoi aussi, après une diffusion très confidentielle en Europe, au début des années 90, pourquoi a-t-il été ressorti en 2012 avec une campagne de promotion qui lui a valu une certaine médiatisation, en particulier dans la presse, etc. Et donc une vraie diffusion à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il se passe dans ce film si particulier? On va d'abord vous présenter le film, et je laisse la parole à ma collègue. Donc, on n'a pas le temps ensemble de regarder le film malheureusement, donc on a essayé de vous faire un petit condensé des personnages, des protagonistes. Alors tout d'abord le docteur Terada, qui incarne la figure du puissant médecin, et qui va présenter lors d'une conférence de presse le projet révolutionnaire qu'est le fameux robot Z001, donc le fameux 001, Z001, donc un lit qui est piloté par un ordinateur nouvelle génération, qui a été mis au point par le brillant ingénieur Hasegawa. Notons que cette scène se déroule en 2020, donc aujourd'hui 2022, on a déjà dépassé le futur de l'époque, dans un contexte de crise du secteur hospitalier où la vieillesse est une préoccupation sociale et politique majeure, ce qui fait écho à notre situation contemporaine toujours, malheureusement, de pénurie de médecins, de rationalisation et de soignants en général, de rationalisation, de rationnement des soins, de déficit hospitalier inquiétant. Le docteur Terada met ainsi l'accent sur une situation, ce sont ces termes, qui réclame des mesures adaptées et surtout urgentes. Le protagoniste suivant, c'est Monsieur Takazawa, qui est en fait l'objet, le cobaye de l'expérience, qui est un vieillard jugé impotent, qui vit seul dans un studio de Tokyo de 2020, et il est choisi justement pour devenir donc le cobaye de ce projet Z001. Il a des enfants qu'on ne voit jamais dans le film d'animation, on comprend qu'ils l'ont plus ou moins abandonné. Ils ont donné leur accord pour qu'il soit par contre le sujet, le cobaye de l'expérience. Monsieur Takazawa vit seul depuis la mort de sa femme, donc elle est décédée quelques années précédemment. Et la seule figure dans le film d'animation qui s'oppose à cette situation et qui vient un peu rompre dans l'imaginaire justement humain de l'accompagnement de la vieillesse, c'est Haruko, une infirmière étudiante en médecine, en charge de Monsieur Takazawa et qui s'occupe chaque jour de lui, de son espace domestique, etc. Elle représente la part d'humanité, de sensibilité, mais aussi l'espoir d'un futur plus humain dans un monde technologique où les personnes en surplus ou inutiles finissent par être évincées d'une manière ou d'une autre, mises hors circuit ou au rebut. Alors, Monsieur Takazawa, il va être extirpé de son domicile. Il est emmené à l'hôpital où il est mis, déposé, on pourrait dire presque tel un objet dans une boîte ou un cadavre dans un cercueil, dans le fameux lit robot Z001, censé pouvoir parer à ses besoins tant physiques que cognitifs. La machine, voilà, donc ça, là on le voit, il est placé dans le fameux Z001. Donc la machine, véritable bulle hermétique, va traiter le vieillard dans l'unique souci d'une efficacité rationnelle de prise en charge de la sénescence. Monsieur Takazawa va se retrouver seul, perdu dans ce giron carré, une sorte d'oxymore symbolique. Donc il va être dans cette machine, il va être lavé, séché, changé, alimenté, soigné. Il est totalement pris en charge. Donc là, vous voyez quelques images. Il va aussi pouvoir faire une série d'exercices, d'assouplissement. Donc il y a un côté burlesque, hein, comme explique Jérôme. On vous conseille vraiment de le regarder. Donc voilà, on est toujours en train de faire du rameur. Il est aussi pris en charge la nuit, donc tout le temps surveillé, son état de santé par électrocardiogramme, électroencéphalogramme, enregistrement permanent du pouls, de la fréquence cardiaque, de la pression artérielle. Donc il va vraiment être tout le temps en fait, l'objet d'une observation et d'une surveillance. Et puis il est aussi surveillé en cas d'urgence. On est au Japon, donc avec les urgences aussi qui sont les urgences environnementales, donc les catastrophes naturelles, tremblements de terre, raz-de-marée, le risque aussi de cambriolage. Bon, alors, cambriolage au Japon, c'est un peu moins réel, mais voilà, en tout cas, le film d'animation met l'accent là-dessus. Et donc, le vieillard semble complètement happé par la machine et complètement disparaître. Il est perdu dans le dispositif robotique qui est imposant. Et alors, c'est ici que l'animé, en fait, justement, alors, va un petit peu marquer une rupture et où on va voir la machine, finalement, devenir omnipotente et quasi consciente, investie, de manière un peu étonnante. Alors, il y a un passage où on voit, alors ça c'est la machine, donc il est perdu dedans, et on voit un chat en fait qui rentre dans la machine. Alors ça peut paraître assez anecdotique, mais en fait au Japon,
Le chat représente en fait le passage du monde des vivants au monde des morts, du monde réel au monde des rêves, etc. Et en fait, c'est pas tant le chat en soi qui est en lui-même qui est intéressant, mais c'est ce qui va traduire. Parce que justement, on va voir la machine devenir autre chose que ce pourquoi elle a été destinée. Donc de plus, le robot d'assistance, il est conçu, comme nous avons pu le voir, pour résister à la catastrophe naturelle. Et il possède un ordinateur qui est intelligent, qui va s'adapter à la personne prise en charge et à son environnement. Et il va leur interpréter les souffrances et demandes de M. Takazawa en tentant de s'évader avec lui. Évasion qui va, alors on le voit dans le film d'animation, qui va échouer au départ. Et dans un deuxième temps, M. Takazawa va commencer à rêver. Il rêve de Kamakura. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous sont déjà allés au Japon. Kamakura est un endroit charmant, que je vous conseille aussi. Il rêve de la plage de Kamakura, où il allait quand il était enfant. Donc, c'est un lieu extrêmement symbolique pour lui. Et où il allait aussi beaucoup avec sa femme qui est décédée. Et il y va aussi, il y allait avec sa femme pour admirer le grand Bouddha, Bodhisattva. C'est un pèlerinage mémorial qui est pour lui qui est important et qui va pouvoir commencer afin de réaliser son rêve, le rêve spirituel de ce vieillard. La machine va alors s'animer, elle va entendre le rêve, elle va le percevoir, le comprendre, le traduire, et elle va justement se modifier pour essayer, pour amener ce personnage, Monsieur Takazawa, dans un périple assez fou et destructeur aussi. Et pour complètement déjanté même. Ah ouais, complètement. Il va prendre les éléments de l'environnement. C'est là où on voit le cinéma d'Otomo aussi, qu'on peut retrouver, comme dans Akira. Et donc il va conduire le monsieur Takazawa, il va le mener jusqu'à ce lieu refuge qui est Kamakura, sur les bords de l'océan Pacifique. L'animé se termine, alors on fait vite, parce qu'il y a toute une série de choses un peu rocambolesques, mais on passe assez vite, on vous renvoie au film. Et l'animé se termine sans véritable résolution, car le vieillard est ramené à l'hôpital dans un service traditionnel où il est entouré de ses proches. Il découvre la figure du Bouddha robot derrière la vitre. On a l'impression qu'il est venu le chercher, sans doute pour un nouveau cycle de transmigration. Voilà, en fait, on a l'impression, on est à peu près à la moitié du film, et on a l'impression que le film se termine. Et puis en fait, il va y avoir une rébellion. Et donc un nouveau départ où, cette fois-ci, il va aller jusqu'à Kamakura. Voilà. Mais il va être aidé par plein de choses. Enfin, on va y revenir. Alors, rien que ce cadre, ce décor, cette intrigue, cette tension dramatique, vous voyez, en fait, on est dans ce film-là sur un film qui pose les enjeux liés à 4 grandes problématiques. La première, c'est le basculement d'une société où les générations se succédaient, du style... vous héritiez de la ferme de vos parents et puis vous preniez la succession. Quand votre père était déjà un peu usé, vous deveniez le fermier parce que vous étiez à ce moment-là en pleine forme, etc. Et ainsi de suite. Les générations se succédaient. Ça a été le cas jusqu'au XVIIe siècle à peu près. Et aujourd'hui, on est dans une société où les générations s'accumulent, donc sont là en même temps. Elles se superposent. Quand je pose la question à nos étudiants en médecine, je leur demande, mais connaissez-vous vos arrière-grands-parents? Presque la moitié me dit qu'ils en ont encore un ou qu'ils l'ont bien connu, ce qui est totalement inédit. Donc vous voyez, premier point, une transformation dans le lien générationnel et puis dans toute l'architecture sociale. Deuxième point, une problématique de la relation humaine, problématique du consentement. Une problématique de l'accord avec, en opposition, la pression, la violence, la maltraitance ou l'indifférence. Donc des enjeux humains fondamentaux. Troisième problématique, la question de l'emprise de certains types de rationalisation qui ne voient la réalité que sous un certain jour. Et là, je pense particulièrement à l'emprise d'une monomanie gestionnaire. Je pense que ça vous parle encore plus qu'à moi. Et quatrième point, la question du sacré, du sens, de la spiritualité. Enfin, mettez un grand sac dans une société très technologisée. Comment se mixent ou s'amalgament les choses, comment elles sont ressaisies, etc. Donc avec derrière la question des usages aussi, etc. Donc ça nous amène à nous interroger sur les rapports de nos sociétés modernes à la vieillesse et à son traitement, son intégration sociale.
avec un enjeu qui est essentiel, c'est la question de la dépendance, mais aussi la question de l'autonomie. Et ce n'est pas la même chose. J'ai entendu hier un certain nombre de réflexions sur, effectivement, est-ce qu'on regarde uniquement la dépendance ou est-ce qu'on regarde aussi l'autonomie, les capacités, et est-ce qu'on essaye de les restaurer, de les inviter, etc. Donc ça a été par exemple le propos de Stéphane Adam hier qui était très, très clair et très intéressant sur la question. Qu'est-ce qu'on fait aussi quand le corps ne suit plus, mais qu'il y a plein d'autres capacités qui sont encore là et qui continuent à se développer? Comment on appréhende aussi cette espèce d'inquiétante étrangeté du vieillissement? Inquiétante étrangeté, donc en allemand Unheimlichkeit. Heim, c'est le familier, donc ce qui n'a perdu sa familiarité, comme quand on vieillit où on perd la familiarité avec son corps, et puis on perd la familiarité de certains types de relations sociales, etc. Vous voyez, le semblable qui, dans sa dissemblance, fait bizarre. Voilà. Et là-dedans, vous avez cet exemple de M. Takazawa. M. Takazawa, bon, il a sans doute une histoire. Au début, on ne la voit pas du tout, et puis progressivement, elle apparaît. Il a des souvenirs et il a aussi des souhaits. Et donc, M. Takazawa ne peut pas être réduit à une catégorie nosologique, à une maladie, à une vignette clinique ou à un objet. Il ne peut pas non plus être réduit à une espèce de rebut à traiter comme par un processus technique, une automatisation, etc., ou à gérer. Et il ne peut pas être réduit non plus à une source de profit ou à un budget qui pèse sur la société et qui crée une vision négative de la vieillesse. L'animé va aussi mettre en scène d'autres personnes âgées, qui sont les amis de M. Takazawa. Regardez-le bien parce qu'ils valent le coup. Qui sont aussi hospitalisés, mais visiblement plus en capacité, dont l'un d'entre eux va tenter de se connecter avec la machine Z en détournant le système informatique, afin de rentrer en relation avec son vieil ami. Alors, ce personnage évoque le fait que si un corps ne suit plus, il aime toujours, comme il le dit lui-même, il aime craquer les systèmes informatiques, ce qui lui redonne une seconde jeunesse et lui permet de s'engager dans une quête de performance informatique. Donc, hier, vous aviez eu une petite vidéo sur les vieux punks. Pensez aussi aux vieux geeks qui sont en train d'arriver. Donc performance, on est vraiment, là c'est vraiment le discours de la performance dans le film. Dans le cas de M. Takazawa, lui échappait et elle était passive, mais là, dans le cas de ces vieillards hospitalisés, elle est recherchée. Donc Rujin Z bien en balance les deux pans. Alors je vous propose, pour justement poursuivre d'un point de vue un peu plus anthropologique, débuter une réflexion en fait, sur le fait de contextualiser le vieillissement dans un monde commun qui est technicisé. Alors j'imagine que vous avez déjà eu ces chiffres. En 2020, plus de 60... Hop, je suis passé trop vite. C'est ça. En 2020, les plus de 60 ans représentaient 26,2% de la population, selon les chiffres de l'INSEE, seront 31,1% à l'horizon 2035 et 32,8% à l'horizon 2050, ce qui veut dire que le chiffre est en constante expansion. Cette expansion, elle s'intègre dans ce qu'on peut nommer, vous avez vu aussi, le processus économique et social qui est désigné sous le terme de Silver Economy, et dont parle justement Rujin Z. Cependant, ce qu'on a pu voir justement dans les études sociologiques aujourd'hui, c'est que le ciblage, il n'a pas été approprié. La Silver Economy n'a jamais réellement rencontré son public, l'offre ne correspondant pas à la demande effective. En effet, l'accent étant mis sur des représentations négatives du vieillissement, elle a davantage considéré ces personnes en fonction de critères de déficience ou d'incapacité supposée, sans réellement tenir compte de leur qualité de vie, de leurs attentes ou de leurs capacités. N'oublions pas que la catégorie d'ailleurs des personnes âgées est une construction, elle n'existe pas en tant que telle. Ne les considérer que sous l'angle du manque ou du déficit entraîne ce type de mauvais ajustement qu'on voit, nous, très souvent dans nos études en anthropologie des technologies. De plus, les personnes âgées ne sont pas plus telles qu'elles étaient, comme vous avez pu le voir justement avec ces personnes, les punks, les geeks, enfin voilà, des personnes qui vont vieillir, qui sont plus les mêmes qu'il y a quelques années. Il y a seulement une vingtaine d'années, on n'avait pas les mêmes personnes âgées avec nous et ça sera d'autant plus pertinent en 2050. Ça nous amène à dégager deux modèles de la vieillesse qui sont assez contrastés. D'une part, une vieillesse active qu'on retrouve dans Rujin Z, avec les fameux papy hackers, mais ça pourrait être aussi les mamies hackers.
Personnes qui voyagent, sont engagées dans des solidarités, s'occupent de leurs petits-enfants, de leur santé, voire prennent soin de leur esthétique, ce qui nous renvoie au concept largement usité d'empowerment, que vous avez aussi abordé, ou de responsabilisation, qui va appliquer des personnes autonomes et physiologiquement indépendantes dans la recherche de nouvelles possibilités techniques visant à optimiser leur vie quotidienne, auxquelles devrait justement s'adresser la silver economy et auxquelles elle ne s'est pas forcément adressée. Nous parlons aussi de la génération des papy-boomers, des papy-booms, qui a connu la prospérité économique sur fond de contre-culture, pour lesquels les technologies sont facteurs moins de soucis de performance que de quête de socialité et de plaisir. Ça aussi, c'est des choses qu'on oublie beaucoup quand on parle de technologie de vieillissement. C'est la recherche aussi du plaisir et du fait de pouvoir s'épanouir avec les technologies. Mais c'est aussi un modèle qui renvoie à une vieillesse qui est plutôt passive, pour lequel le recours aux technologies n'est pas toujours choisi, mais il est subi, comme dans le cas de Rujin Z et M. Takazawa, et qui va parer justement aux pertes de capacités physiques ou psychiques, donc de l'accroissement au final d'une dépendance. Ce sont alors plus des technologies qui sont d'assistance que de quête de performance qui vont nous intéresser avec ce film. De ce fait, si nous interrogeons le contexte social du recours aux technologies d'assistance, nous pouvons dégager différentes réactions. Tout d'abord, un rapport ambivalent aux technologies qui navigue entre attractivité, technophilie, souvent ce qui ressort, ou au contraire rejet, technophobie. Peu de demi-mesures. Si elles font l'objet de forts engouements, porteuses de progrès, potentiellement émancipatrices, elles sont également objets de craintes et de suspicions multiples. C'est ce qu'on retrouve sur l'ensemble des terrains quand on va observer un petit peu les pratiques. Mais aussi un ensemble de résistances qui sont sociales et culturelles, variables, et selon le rapport d'éloignement ou de rapprochement, si on est plus ou moins éloigné de la machine. Il y a un eurobaromètre qui existe, qui date de 2012, malheureusement, j'en ai pas trouvé de plus récent, mais qui montrait déjà l'intérêt relatif pour les nouvelles technologies, et plus particulièrement la robotique. L'intérêt plutôt porté par les hommes que par les femmes, par des personnes ayant mené des études supérieures, et encore très peu utilisées dans l'espace domestique ou au travail. Les représentations du robot sont plutôt positives pour les métiers qui sont jugés difficiles ou dangereux, et à contrario deviennent plus négatives, surtout pour les Français lorsqu'il s'agit d'aide à la personne, comme dans le cas du projet Z001. Il est aussi important de considérer que les réactions à l'intégration de la robotique dans le quotidien sont marquées par l'importance de ne pas considérer la robotique et les technologies de manière homogène, mais bien au contraire plurielle. Il existe en effet une pluralité d'objets technologiques visant à la rééducation de la marge, de la gestuelle, etc., ou à l'assistance domestique, de sécurité, de communication, mémorielle, émotionnelle. Il y a énormément de choses aujourd'hui qui existent. Et revenons maintenant sur quelques enjeux sociaux que soulève directement le film Rujin Z. Alors, il met en scène cette ambition généralement affichée d'un recours aux innovations dans le but de mieux prendre en charge les personnes soignées, en particulier les personnes âgées, afin de les aider à vivre mieux et plus longtemps en bonne santé, ça c'est ce qui est affiché, tout en préservant et en favorisant leur autonomie. Et Rujin Z interroge ainsi la manière dont ces principes et ces attentes vont réellement être mis en œuvre, nous mettant face à un ensemble de contradictions. Mieux prendre en charge et garantir une plus grande autonomie, oui, mais doit-on considérer les personnes âgées comme des charges dont l'autonomie se confondrait, se réduirait à leurs besoins physiologiques, désormais assurés par un robot? Serait-ce cela mieux vivre? C'est vraiment le discours majoritaire du film, l'interrogation du film. Dans ce prolongement, Rujin Z nous invite à questionner ce que nous pouvons nommer, alors ce qu'on appelle dans notre jargon une économie de la promesse, s'inscrivant dans un horizon d'attente techniciste. La promesse d'une technologie qui engendre pourtant un certain nombre d'attitudes de méfiance, voire de défiance, tout autant de la part des professionnels du soin que des personnes âgées concernées ou encore de leurs proches. Tout d'abord, la promesse d'une possible autonomie des personnes. Dans le cas de Rujin Z, la machine accroît la dépendance. À celle-ci, au contraire. Il ne s'agit plus de considérer l'autonomie de la personne, mais de parer à ses incapacités, ce qui n'est pas la même chose, à faire, induisant une confusion récurrente dans notre langage entre autonomie et dépendance. C'est parce qu'elle est robotisée que la machine s'adaptera aux réelles attentes et besoins de M. Takazawa, se transformant, se prolongeant, se modifiant en devenir monstrueuse pour pouvoir répondre à son désir, mais ce n'était pas ce qui était prévu au départ. Elle ne se restreindra plus à l'assistance des incapacités fonctionnelles pour lesquelles elle a été programmée initialement, mais elle répondra aussi aux capacités décisionnelles du vieux monsieur, par son voyage à Kamakura pour rendre hommage à la mémoire de sa femme décédée. M. Takazawa reste donc toujours bien autonome, maître d'œuvre de son existence, en capacité à prendre des décisions, même s'il n'est plus en mesure physiquement de réaliser ses volontés. Il continue à vouloir, même s'il ne peut plus. De la même façon, ces machines renvoient souvent à la promesse d'un dispositif autosuffisant. Autonome, c'est souvent ce qu'on nous vend, qui fonctionnerait en toute indépendance, donc serait peu coûteuse.
Pourtant, la maintenance des machines robotisées est souvent très lourde et leur autonomie restreinte car énergivores. Elles ne peuvent pas fonctionner sans l'assistance continue de personnes humaines. Différents travaux en sociologie, en sciences humaines et sociales, et dont les travaux que je peux mener, montrent que cette promesse technophile génère dans la réalité de nombreuses frustrations, car les personnes se retrouvent confrontées à une machine qui est difficile d'accès, qui résiste, tombe en panne, bug, se casse, ne fait pas ce que l'on pensait qu'elle ferait. Enfin, les technologies sont souvent marquées par la promesse d'un remplacement de l'humain, laissant rêver un monde où seules les machines seraient confrontées aux soins mécaniques, lavage, nourrissage, etc., ainsi qu'aux gestes de portage difficiles et fatigants, source de nombreuses pathologies musculo-squelettiques pour les soignants et les soignantes. Et Rouge DZ propose une approche plus réaliste et constructive par laquelle humains et machines ne sont plus séparés, opposés, mais peuvent collaborer et réaliser par le mélange de leurs capacités et de leurs compétences une assistance adaptée, chacun permettant à l'autre de se prolonger, de s'augmenter, comme lorsque le robot gagne en capacité en s'ajustant aux rêves de M. Takazawa, ou encore lorsque les hackers âgés détournent le système de surveillance du robot pour rentrer en communication avec le vieillard enfermé dans son robot sarcophage. Cette figure de la collaboration est aujourd'hui particulièrement étudiée en sciences humaines et sociales. Elle se retrouve dans la figure de ce que l'on nomme le cobot pour robotique collaborative, ou encore ce à quoi Bruno Latour renvoie par sa notion de collectif hybride. Bien plus qu'un simple divertissement, animé, Roujin Z reste ainsi, malgré sa prise d'âge, bien sûr comme nous, une source incroyable de réflexion sur la place que nous accordons aux technologies, et plus particulièrement à la robotique dans le contexte du vieillissement de notre population. Il nous montre que les promesses technicistes et l'engouement qui les accompagne nous obligent à faire des choix, en nous référant avant tout aux valeurs, usages, et là on met l'accent là-dessus, et pratiques qu'elles engagent, tenant compte des personnes, de leurs histoires, émotions et attentes. Cela, alors, selon différents points, en impliquant les personnes destinataires du dispositif et en les considérant pas seulement comme des personnes disqualifiées, dépendantes ou en perte de valeur sociale, mais en intégrant aussi leurs attentes, leurs vœux, leurs possibilités, en impliquant aussi les professionnels comme l'infirmière Haruko, qui font le soin au quotidien, pour lesquels ces technologies, plutôt que de représenter la peur d'un grand remplacement et la perte de leurs compétences, pourraient être envisagées comme une nouvelle possibilité d'accompagnement, permettant l'optimisation de leur travail de soignants et soignantes, afin d'améliorer réellement le service aux personnes, le soin aux soignants, on pourrait en parler de ça, assistance à la charge, aide à l'organisation, délégation de la charge mentale, prothèse mémorielle, etc., selon ce que l'on nomme, nous, dans notre jargon, le principe de bénéficence. Et puis aussi en pensant à la complémentarité des savoirs, des compétences, des expertises, des capacités, liant personnes concernées, professionnels, robots, dispositifs technologiques, familles, entourage, ainsi que les institutions, dans un vrai travail collaboratif où chaque personne contribue à la possibilité d'un soin adapté. Alors, je vais laisser la parole à Jérôme pour le côté plus philosophique d'analyse de Roujin Z. Bon, pour conclure un peu, on va travailler sur quelques images, quelques métaphores dans ce film qui sont extrêmement parlantes. Alors la première, c'est ce qui apparaît en grand sur la pochette du film, Roujin Z. Hein, et en fait, vous voyez deux idéogrammes, la vieillesse, puis la lettre Z, et puis le symbole de l'être humain au milieu qui est un peu coincé entre les deux. Et donc, c'est très parlant, au fond. L'être humain coincé entre la vieillesse et la machine. Donc, double peine, quelque part. Et comment tout ça va se transformer? Alors, la première chose, en termes de métaphore qui est très présente dans ce film, c'est la métaphore de la lutte, qui est une métaphore hyper classique dans le monde du soin et de la santé. Alors la lutte, c'est d'abord le terme grec agonia, l'agonie, ça veut dire guerre en grec. Donc la lutte de la vie face à la mort. Et vous avez une scène dans ce film-là qui reprend une scène très célèbre du film Barberousse de Akira Kurosawa, auquel on doit les 7 samouraïs, qui a donné les 7 mercenaires. C'est un des rares films qui vous présente en gros plan l'agonie du monsieur Rokosuke, qui est extrêmement poignant. Et c'est une scène qui fait découvrir à un jeune interne ce que c'est que les instants de la mort. Donc vous avez un film qui, à travers son aspect très burlesque, etc., parle de choses extrêmement graves et qui n'hésite pas à parler de la question de la mort. Donc ici, l'agonie, et puis à la fin, la mort comme passage. La métaphore de la lutte, c'est aussi la métaphore classique du soin, hein, la lutte contre la maladie, contre la mort. Et vous avez ce vocabulaire, lutter, se battre, agir contre, et tous ces médicaments qui commencent par anti, hein, donc on contre,
qui nous font voir le corps comme une citadelle assiégée. Donc la métaphore du siège, une métaphore défensive. Voilà. Et celui qui illustre vraiment ceci, c'est le professeur Terrada avec sa grande carrure, ses gros muscles et puis toute sa gestuelle très martiale. Et d'ailleurs, à un moment, il dit « Nous allons entrer dans une société qui a vaincu la vieillesse. » Oui, vaincre. Voilà. Deuxième métaphore qui est très présente, c'est la métaphore, on avait la métaphore en quelque sorte paternaliste, là on a la métaphore maternaliste, qui travaille sur cette constellation de sens autour de aimer, porter, nourrir, laver, habiller, protéger, bercer, consoler. Et bien sûr, c'est l'infirmière Haruko qui la représente. Bon, sauf que ce sont des métaphores très archétypiques, mais qui vont s'interpénétrer. Voilà. Et puis au passage, vous avez vu le chat qui est aussi dans le coin, donc sans ma collègue anthropologue, j'aurais jamais vu le chat comme celui qui opère les passages. Voilà. La métaphore maternelle ici, curieusement, c'est aussi ce robot Z001, ou Z001, oui, c'est plutôt ça, qui se transforme et qui capte la personnalité supposée de sa femme défunte, Madame Takazawa, qui se met à parler à Monsieur Takazawa avec la voix de sa femme défunte reconstituée par programme informatique. Voilà. Ne t'en fais pas, mon chéri, tout va bien, on va à Kamakura. Vous avez des scènes comme ça qui sont assez épiques. Puis vous voyez ce robot qui se transforme et qui agglomère aussi des éléments, mais avec un aspect très maternel, puisque le vieux monsieur il se trouve dans le giron, en quelque sorte, de la machine, qui est très protectrice. Et à un moment, l'infirmière Haruko, qui est quand même un peu inquiète de voir le vieux monsieur se balader à toute allure de Tokyo à Kamakura, elle arrive à contacter la machine et dit « Mais comment il va, monsieur Takazawa ?» Et la machine lui répond « Écoute, pour l'instant, il va bien. » La machine est en train de foncer à 150, hein, et même il dort en ce moment. Vous voyez, donc un aspect très giron dans les paroles, très, très protecteur, etc. Métaphore militaire et métaphore maternelle sont deux métaphores aussi qui ont leur positivité, mais qui ont aussi un aspect quand même problématique. Ce sont des métaphores où le patient est en situation d'infériorité. Et donc on va aussi dans ce film est bâti en fait sur une troisième métaphore, qui est la métaphore du cheminement, de l'accompagnement. Alors, accompagnement, je pense que ça commence à parler vraiment dans le vocabulaire, à résonner dans le monde soignant, parce qu'au fond, on en parle beaucoup. Mais le cheminement aussi, quand on accompagne dans un cheminement. Donc, une transformation, une découverte. Le cheminement, bien sûr, sont les départs vers Kamakura, et ce sont aussi ces arrivées jusqu'à Kamakura, donc un lieu qui a une symbolique quand même très très forte, l'horizon. Et l'horizon vers le soleil couchant, sur les eaux primordiales et finales aussi. Donc un retour à l'origine, qui est aussi un lieu de passage, un lieu de transcendance. La métaphysique du passage aussi, c'est une métaphysique complexe qui est ici mobilisée à travers cette métaphore du cheminement et puis de l'accompagnement avec le chat, qui est quand même le personnage des transformations dans la mythologie japonaise. C'est aussi une métaphysique de chercher, de la quête, une métaphysique aussi où on essaye de trouver ou de se trouver, et une métaphysique aussi où il est question de retrouver sa femme défunte. Il le dit à la fin d'ailleurs. Et de se retrouver. Donc, quand on dit se retrouver, c'est échapper à l'étrangeté avec soi-même. Et voici ce que dit M. Takazawa juste à la fin. Il est là sur la plage de Kamakura. C'est un des rares moments où il est à peu près conscient. Il dit, écoutez, ne vous acharnez pas. Je sais bien que je vais la rejoindre, ma femme, dans peu de temps. Et donc c'est lui qui aide ceux et celles qui l'accompagnent à accepter son passage vers l'au-delà.
Mais il a fallu tout ce cheminement, où des personnages qui s'opposaient finissent par se rassembler avec lui. Donc, accompagnement, ça veut dire aussi compagnonnage. Donc, c'est le deuxième point ici, un moment d'histoire personnelle partagée par plusieurs personnes. Donc, compagnonnage et accompagnement. Être en bonne compagnie aussi, c'est ça un peu l'idée qui est véhiculée par cette métaphore. Et c'est une métaphore aussi, bien sûr, de la maturation, avec une question de découverte de soi, de progression. Et quelque part, c'est une métaphore qui travaille sur la capacitation et des choses comme ça. J'ai presque fini. Voilà. Et c'est une métaphore aussi qui est là pour contrer une autre métaphore, la métaphore du soin quand il est complètement réduit à une activité de gestion, où le patient se transforme en client, voire en produit, le soin en process, la relation en prestation, la singularité en standardisation. Alors standardisation, je renvoie à l'ouvrage de Marianne Dujardier, Le management désincarné, qui aide vraiment à comprendre. Vous avez parlé de vos logiciels Pathos, Agir, etc. Nous, on connaît aussi les logiciels dont nos étudiants nous parlent. Management désincarné, standardisation derrière, avec des façons de réduire les gens et de les mettre dans des cases. Voilà. Donc, c'est un film plaidoyer pour l'accompagnement et contre la réduction à la gestion. Alors, je ne dis pas que la gestion est inutile, mais quand il n'y a que ça comme mode de pensée, ça devient problématique. Voilà. Donc, modèle de l'accompagnement, écoute, consentement, dialogue, accord, capacitation. Et au fond, c'est là où on pourrait mettre ce que nous a raconté hier Stéphane Adam, par exemple. Voilà. Ou certaines interventions qui relevaient de cette question de travailler avec les gens, etc. Et je finirai par ce rappel, article 38 du Code de déontologie médicale, le médecin doit accompagner le mourant jusqu'à ses derniers moments. Sous-entendu, il doit accompagner aussi toute personne qu'il soigne, mais particulièrement la fin de vie et en particulier celui qui meurt. Donc ne pas fuir aussi et accompagner, être là, avoir l'intelligence aussi d'aider de la bonne façon les autres. Voilà, ça nous laisse un peu le temps, j'espère, pour quelques questions. J'espère que ce film provocateur, caricatural, vous a inspiré. Et provoqué. C'est donc le moment pour les questions, les réactions, les commentaires, en français ou en japonais. En suédois, si vous voulez. En suédois, si oui. Tack så mycket. Voilà, puis je vais laisser cette image, voilà, un vieux qui vous parle de performance. Voilà, on l'aime bien, on la trouve assez savoureuse, celle-là. Oui, ça n'est pas sans évoquer Jérôme. Pour ceux qui étaient là au début de notre... Bon, alors je vais m'exprimer en français, au pire en Languedoc. Je viens de Gironde, donc assez loin du Japon. La question que je me pose, et en tout cas les images que vous avez projetées, c'est celle du giron. Et le giron, finalement, moi je l'interprète un petit peu comme un utérus dans lequel on placerait le vieux. Le problème qui se pose et qui, moi, m'interpelle par rapport à la vieillesse et la définition qu'on en donne, parce qu'on définit le vieux donc, par rapport à la société, c'est finalement, est-ce que dans ce cas de figure, en tout cas celui de Roujin Z, c'est encore une personne, un enfant dans le ventre de sa mère est un être à protéger, mais n'est pas une personne juridique. Est-ce que finalement un vieux qui est entouré de trop de technologies palliatives, quelles qu'elles soient, est encore dans le cercle de l'humain? Le giron, la Gironde, c'est cohérent. Écoutez, je pense que je n'ai même pas à répondre à votre question parce qu'elle est excellente. Et qu'il est important aussi, il est important que chacun garde ses questions et s'interroge. Donc je n'ai pas à dicter une réponse. On a dit que c'était une séquence de questions, pas une séquence de réponses. Voilà, c'est facile, les philosophes ont l'habitude de ça. Mais oui, métaphore
militaire, paternaliste, métaphore maternelle, toutes les deux ont un aspect qui est quand même problématique, c'est un aspect de domination, de soumission, d'infantilisation. Donc, évitons d'infantiliser quand on peut l'éviter, quoi. Je pense que c'est ça ce qu'on partage. On n'a pas pu trop aussi en parler parce qu'il y aurait plein de choses à dire, mais c'est vrai que le robot, quand il va emmener la personne âgée jusqu'à Kamakura, va détruire son environnement. Donc il y a quand même, c'est à la fois un giron maternant, mais en même temps, il est extrêmement destructeur aussi c'est ce qui l'invite à dépasser en fait le projet initial, qui est à la base en fait c'est un robot qui est prévu pour l'armée, donc c'est un projet militaire. Donc il y a aussi ça, il y a cet affrontement aussi entre le médical et le militaire. Ensuite, une main qui s'est levée dans le tout premier rang de la montagne, comme disait Noël ce matin, au pied de la colline, quoi. Qui êtes-vous ? David Brieur, du coup, je suis directeur au sud de Rennes, d'un EHPAD. Moi, j'intervenais, donc je ne vais pas poser une question, donc je vais décevoir. Mais en fait, c'était plus une réaction. Donc en fait, l'animé, moi, ça me parle. Enfin, je suis très regardant de ça. Hein. Enfin, je suis assez jeune aussi, donc je suis baigné là-dedans. Ça commençait bien, ça a dégénéré en cours de route, vous voyez. 91 l'animé. Je suis de 96, donc je connais très bien Akira, Evangelion, enfin c'est des choses qui me parlent. Mais en tout cas, moi, si j'avais une réaction à faire, enfin je trouve ça hyper intéressant parce que je trouve qu'on est en plein dedans. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des abonnements Netflix ici. Donc je ne sais pas si les personnes connaissent Black Mirror. Mais Black Mirror, en fait, il y a beaucoup d'épisodes qui parlent de ça, d'anthropologie, et je trouve ça hyper intéressant. Et derrière, il y a un épisode de la saison 3 qui s'appelle San Junipero. Et ceux qui n'aiment pas trop les animés, enfin, je comprends parce que voilà, c'est des graphiques qui sont un peu difficiles à regarder. En tout cas, moi, j'adore ça. Mais le truc, en fait, c'est que en live action, enfin, en filmé normalement, il y a un épisode en fait qui parle de ça, en fait, deux personnes qui sont âgées dans un établissement. Et derrière, avec la technologie, ils vont en fait explorer leur passé. Donc en fait, ils commencent de l'adolescence et derrière, en fait, ils passent toutes les années de leur vie, donc les années 60, les années 70, les années 80. Et en fait, je trouve que demain, en tout cas moi, si je serais vieux, et je le serai, ça c'est sûr, dans les années 2050-2060, derrière, ce que je veux dire, c'est que moi, j'aimerais bien en tout cas profiter de ces choses-là et que derrière, en tout cas, je vive plus sur un aspect esprit où derrière, en fait, on peut revivre le passé et exister encore une fois. Voilà, c'était juste une réaction. Dans Black Mirror, il y a plusieurs épisodes justement qui travaillent sur la question des prothèses mémorielles, du souvenir. Est-ce qu'on doit aller vérifier si le souvenir est exact, etc. Il y a de très bonnes choses dans Black Mirror. Ce n'est plus un congrès de la FNADEPA, c'est une page Facebook des fans de Black Mirror et des abonnés de Netflix. Jeunes. D'autres questions, même de personnes qui seraient nées avant les années 90, nous sommes preneurs. Qui l'avait vu ce film? Tenez une question au passage. J'ai le droit de poser des questions. Vous avez le droit de poser des questions. N'attendez pas de réponse plus que vous n'en avez donné tout à l'heure. Hein. Qui levez le doigt si vous aviez. Qui a connu ce film? Donc il y a au moins une personne. Deux personnes. Ah, j'ai une question ici. À moins que ce soit pour dire que vous avez vu le film, mais non. C'est Déborah qui court vers vous. Qui a remplacé, on ne sait pas si c'est Aglaé ou si Denis, mais c'est une des deux. Non, je voulais vous remercier de la façon dont vous avez abordé ce sujet. Moi, je suis très impactée, à vrai dire, étonnée. Je n'ai pas ta culture, David. J'ai plus de 30 ans. Ça ne se voit pas du tout. Et enfin voilà, c'est un moyen de s'interroger sur la vieillesse et que je trouve particulièrement extraordinaire. Enfin, ça relève de cela. Pour moi, c'est extraordinaire. J'ai fait une grosse découverte. Et juste pour vous préciser, avec l'ensemble des interventions qu'on a pu entendre depuis hier, la vôtre, on est des experts en rien en tant que directeur. Enfin, on est des couteaux suisses, des polyvalents, mais on se pose très profondément toutes ces questions à tout endroit, y compris quand on a plus de 55 ans et qu'on ne sait pas trop comment fonctionne une chaudière à condensation.
J'ai adoré l'intervention de Johan, il était formidable, mais c'est vrai que malgré les plus de 55 ans, on arrive à comprendre la technique quand on nous l'explique. Voilà. D'où l'invitation à la collaboration, justement. Je ne sais plus quoi en faire de ce micro. J'ai une question qui va être posée là-haut, et avant que cette jeune personne, qui est née avant 90 ou pas, on va voir, ne pose sa question, où est-ce qu'on peut voir ce film? Où est-ce qu'on peut se le procurer en ligne? Est-ce que le DVD est disponible, on peut le commander, on peut l'acheter. C'est même pas très cher. Ça existe en VHS? Ah non, mais moi j'ai plus de 50 ans, vous savez, hein, donc les VHS, c'est un peu vieux, mais... Il existe, il est en Blu-ray, etc. J'ai plus de 50 ans aussi, mais on peut le voir en Blu-ray. On peut le trouver en ligne? Comme c'est un film quand même qui a été un film culte au Japon, je pense qu'il doit se trouver sur certaines plateformes. Il a même connu une espèce de célébration pour ses 30 ans, avec une grosse campagne de pub au Japon, un nouveau packaging, comme on dit en bon français, et ainsi de suite. Voilà. On peut facilement le trouver à l'achat. Un peu comme La fièvre du samedi soir. Et puis une remarque sur ce qui vient d'être dit. Le plaisir aussi, c'est toujours d'apprendre. Donc même le fonctionnement d'une chaudière, on peut se dire tiens, j'apprends un truc, voilà. Et puis par ailleurs, sur ce type de film, ça nous fait penser aussi aux vertus de certaines formes d'humour. Parce que l'humour, en termes de sémantique, de sens, il y a deux sens qui sont véhiculés à la fois, donc c'est deux fois plus riche. Il y a le sens apparent et puis le sens caché. Et donc, quelque part, ça crée une certaine complicité quand les deux personnes participent à la forme d'humour qui est en jeu. Ce film-là est beaucoup plus profond qu'il ne paraît. Une dernière question. Oui, alors je ferai l'affront à personne de parler de mon âge, mais du coup c'était juste une remarque et faire le lien avec l'intervention de ce matin. Vous avez dit que vous travaillez sur les exosquelettes. Les exosquelettes, c'est développé depuis très longtemps dans l'armée. Là, le 001, c'est aussi l'armée. Ce matin, on a parlé de prévention et de l'intérêt de travailler sur la prévention de la vieillesse et des risques. C'était juste une remarque, en tout cas sur l'investissement financier que font nos politiques sur l'armée, le PIB qui est concerté, enfin le pourcentage du PIB qui est consacré à la recherche dans l'armée par rapport à la recherche dans la santé. On voit qu'il y a un gros delta, alors que on voit bien avec les chiffres de démographie, etc., l'impact majeur financier que la prise en charge de nos personnes âgées va représenter dans le futur. Et du coup, quelle interpellation on peut faire à nos politiques par rapport à 2050 et à ces avancées technologiques? Une interpellation qui peut être faite directement des dimanches, hein, puis des dimanches prochains si jamais c'est l'opportunité. C'est une vraie question politique de savoir. En effet, la plupart de ce type de dispositifs viennent de l'armée, sont sur les exosquelettes. Alors, il y a différents exosquelettes. C'est-à-dire que moi, je travaille sur des exosquelettes de rééducation. Mais à la base, l'exosquelette qui vient d'ailleurs du Japon, qui s'appelle HAL, est un exosquelette qui était là pour... Normalement, il était pour aider les soignants à porter des charges lourdes, et entre autres pour aider à porter des patients et des patientes. Mais c'est aussi une destination pour l'armée, pour pouvoir être sur des terrains militaires, pouvoir porter des charges qui sont extrêmement lourdes, etc. Mais là encore, quand on regarde les dispositifs, ils nous revendent beaucoup de rêves. Et vraiment, je vous invite à savoir, vraiment cette réflexion-là, ça nous vend du rêve, mais en fait, quand on regarde sur le terrain, l'autonomie, quand elle est d'1 heure, c'est aussi des problématiques pour les fauteuils roulants ou des choses comme ça. 1 heure sur un terrain militaire, c'est quand même assez réduit. Donc, alors bien sûr, il y a des avancées technologiques, etc. Mais il y a aussi quand même beaucoup de limitations. Et voilà, je pense qu'il faut toujours aussi recadrer, recontextualiser ces dangers qui sont finalement assez peu crédibles. Et on travaille donc dans Corps et Prothèses Consortium. On travaille avec un collègue qui a toute une équipe de robotique à Paris, avec des médecins, avec des patients prothésés, des jambes, des bras, etc. Et ce qui ressort de tout ça, c'est que effectivement, c'est très vendeur de vendre un projet d'exosquelette aux politiques et on récolte facilement des millions. Mais outre les questions d'autonomie, puis vous baladez avec un chariot de 30 kg derrière vous, c'est très cool. Mais aussi c'est très blessant. Donc ils sont assez sceptiques sur les exosquelettes, parce qu'au bout d'1 heure, avec les membres sanglés, il faut déjà que les articulations soient super ajustées. Et elles ne sont jamais mimétiques de nos corps, parce que notre articulation du genou, elle est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît.
Et donc ils nous disent c'est très blessant au-delà d'une demi-heure, une heure. Voilà. Tandis que des prothèses avec tout le travail du moignon et puis de l'adaptation du prothésiste qui va faire une bonne emboîture, bon, il reste des problèmes, mais ça fonctionne déjà. En revanche, c'est une bonne façon de médiatiser ce qu'on fait dans un service de soins, par exemple, pour attirer l'attention sur d'autres pratiques. Donc on peut aussi s'en servir de manière intelligente pour détourner le regard vers d'autres choses. Donc il y a tout un art dans les projets de recherche de faire apparaître ceci pour récolter des sous. Et puis en fait, notre vrai but, c'est de travailler là-dessus parce que ça nous paraît beaucoup plus intéressant pour les gens, que ce soit les soignants ou les soignés. Merci pour cette intervention. Merci à vous.